Chaque année, près de 30 000 personnes sont secourues par les sauveteurs en mer de la SNSM. L'association compte 11 000 bénévoles qui font preuve d'un dévouement indéfectible. Ils assurent la sécurité en mer comme sur les côtes, en métropole et outre-mer, parfois au péril de leur vie. Bienvenue dans la 5e saison de Canal 16, une série de podcasts inédits de la SNSM dans laquelle sauveteurs et rescapés nous racontent certains des sauvetages les plus emblématiques effectués le long des côtes françaises. Dans cet épisode, Morgane affronte l'arrivée chaotique d'une course. 90 voiliers, des skippers épuisés, une tempête en avance et des appels de détresse simultanés plongent l'arrivée dans le chaos. Il faut trier, prioriser et sauver au plus vite. Je m'appelle Morgane, j'ai 33 ans et je vis à Pornichet. J'ai eu la chance de grandir dans une famille passionnée par le monde de la mer. Mes parents ont toujours eu des bateaux, mes oncles aussi. L'un était marin-pêcheur, l'autre a rejoint un temps la SNSM. J'ai toujours été passionnée aussi par le monde du sauvetage. Donc, je suis rentrée à la station de la SNSM il y a 7 ans. Pour moi, c'était un peu le Graal de rentrer dans une station. Alors j'ai eu la chance, et je pense surtout en tant que femme, d'avoir été accueillie par le président et le patron titulaire. Ils m'ont accompagnée d'une façon que j'aurais jamais pu imaginer. Et petit à petit, ils m'ont fait gravir les échelons. Donc je suis passée par toutes les étapes, équipière, nageuse de bord, et puis depuis 2 ans, patron de vedette SNSM. Ce que j'aime, c'est coordonner l'intervention, devoir prendre les avis de tout le monde et à la fin essayer de prendre la meilleure décision. La baie du Pouliguen, c'est une baie qui fait 9 km, qui est constituée principalement de sable avec quelques reliefs rocheux. Il y a plusieurs îles, l'île des Évins, la Pierre Percée et un grand banc rocailleux qu'on appelle le banc de Baguenau et qui représente des dangers à la navigation. On a aussi tout l'estuaire de Saint-Nazaire à gérer, en l'occurrence pour les sauvetages. Donc c'est une zone qui est importante dans le flux maritime économique français et donc qui représente aussi un important danger à la navigation pour la plaisance, mais aussi pour, par exemple, les pêcheurs professionnels. Tous les ans, Pornichet accueille une course importante de voiliers de type Mini 650 qui part de Pornichet pour un retour dans ce même port. Donc le trajet de la Mini 650, ils partent de Pornichet, ils vont au large de Groix, ils redescendent au large de Belle-Île pour passer en dessous l'île Dieu, ils contournent une bouée au Sable d'Olonne, ils reviennent par la suite vers Belle-Île et enfin ils font cap sur Pornichet. Généralement, ils partent le samedi après-midi et ils reviennent dans la nuit du dimanche au lundi pour les meilleurs. Comme le nom l'indique, ce sont des voiliers de 6,50 m qui sont sans moteur, très légers, moins d'1 tonne, avec une importante superficie de voile, ce qui leur donne des performances très importantes. Ils n'ont pas de moteur, ce qui fait que quand ils arrivent en fin de course, ils vont devoir être tractés par un semi-rigide de l'organisation pour rentrer dans le port. On a tendance à dire que la Mini 650, c'est l'école de la course au large, où la plupart des grands noms de la voile y sont passés. C'est un très gros projet entrepreneurial. Généralement, les concurrents vont passer 2 ans et mettre toute leur économie dans ce projet, de façon à faire leur entre guillemets Vendée Globe à eux, qui est la Mini Transat La Boulangère. Donc c'est un projet qui leur demande énormément de sacrifices et ce qui rend justement cette course assez incroyable. L'année dernière, donc, il y a un coup de vent qui a été annoncé dans la nuit du dimanche au lundi. Un coup de vent qui avoisinait les 35 nœuds, donc 70 km/h de vent avec une houle d'un gros mètre.
Les organisateurs ont pris donc la décision de jouer la carte de la sécurité et de faire en sorte de réduire le parcours afin que les skippers rentrent le plus vite possible à Pornichet. Dans cette course à Pornichet, il y a 90 concurrents, 50% de bisus. Les bisus, ce sont ceux qui rentrent dans la course au large et qui vont commencer à faire leur gamme dans cette catégorie. Et 50% de personnes qui étaient plutôt bien qualifiées sur un mini 650. On a entendu en effet que les organisateurs allaient ajuster le parcours et le réduire. Pour nous, c'était vraiment une sage décision. Et quand on regardait en effet ce qu'ils avaient prévu, les mini étaient censés rentrer avant le coup de vent. Donc quand il y a cette course de mini, c'est vrai qu'on répète généralement les manœuvres un peu plus dans notre tête parce qu'on a une forte probabilité de sortir pour une ou deux inters. Les plus classiques, c'est un dématage ou alors un souci d'ordre médical, mais il y a rarement plus. Le départ a lieu le samedi après-midi. On est sur zone à faire la sécurité avec nos semi-rigides. La météo est clémente. C'est un beau départ de course. Tout le monde est concentré, mais à la fois l'ambiance est aux festivités sur le port de Pornichet. On va retrouver des barnums, la foule, des personnes qui trinquent au départ de course. C'est un moment qui est ultra festif et pour autant on voit bien que sur les visages des skippers ils sont ultra concentrés. Donc à ce moment-là, moi je suis sur un semi-rigide à faire la sécurité pour le départ de course. Et après nous décidons de rentrer au port. Pour moi, vu que l'organisation a bien géré le truc, je suis plutôt safe et je passe une très bonne journée. Tout au long du week-end, étant patron de garde, je vais suivre sur une application qui s'appelle Marine Traffic et qui permet de suivre certains bateaux équipés d'un système AIS, leur localisation et savoir à quel moment ils vont être au large de notre zone, pour savoir à quel moment possiblement on va être appelé. On passe un week-end qui est agréable, météo clémente, ils avancent à une bonne allure. Et au vu des conditions météo qui étaient annoncées avec le coup de vent, ils devraient rentrer avant cette fameuse tempête. Donc le dimanche soir, je vais me coucher tranquillement. À 2h du matin, mon téléphone sonne. C'est le Cross-Etel qui veille 24 heures sur 24 à la sécurité en mer, qui m'appelle pour me dire qu'il y a 2 bateaux qui sont percutés et que l'un est rendu sur la digue du port de Pornichet. Et ils ont l'impression également que l'organisation est débordée par l'arrivée simultanée d'un grand nombre de mini. À ce moment-là, je sors de mon lit, encore un peu endormie, et je décide de regarder par la fenêtre et je vois que le coup de vent est déjà arrivé, bien plus tôt que prévu. Et je me dis que la nuit va être longue. Et je décide donc de déclencher mon équipage en prime abord, donc qui représente 5 personnes. Et j'appelle mon patron titulaire, Yannick, pour lui exposer la situation. Et on décide de réveiller toute la station pour former 2 équipages. C'est une décision qui est toujours délicate à prendre, en tous les cas pour moi, parce que quand on appelle tout le monde, c'est que généralement l'intervention va être complexe. Et on sait aussi que quand on réveille un bénévole, on réveille aussi le conjoint ou la conjointe qui, elle ou lui, ne se rendormira pas forcément car il ne sait pas sur quoi on part et pour combien de temps. J'appelle également mon président, Thierry, pour lui expliquer ce qui se passe, de façon à ce que lui il puisse aller voir à l'organisation, choper des éléments pour nous donner plus de détails sur la nature de l'intervention. À ce moment-là, moi, j'imagine juste un mini échoué sur la digue et les autres qui rentrent tranquillement au port. Mais je suis vraiment très loin de m'imaginer ce qu'on a vécu. Quand j'arrive au port, j'ai déjà mes équipiers qui sont à la station. Je les briefe. Le patron titulaire arrive par la suite.
d'autres équipiers également. On décide donc de prendre 2 bateaux, de s'équiper en tenue de mer et on part avec nos 2 semi-rigides. Quand on allume la VHF à l'appareillage, on se rend compte qu'il y a un flux très important de conversations et qu'il est impossible communément d'en placer une et de comprendre ce qui se passe réellement sur le plan d'eau. On n'a aucune information des organisateurs. Le but, c'est de sortir rapidement et d'essayer d'être les yeux du CROSS pour leur exposer la situation. Au niveau de la météo, on est sur 35 nœuds de vent. Il pleut des cordes. Il y a un gros mètre de houle. Il fait nuit. On est dans des conditions qui ne sont pas terribles. À l'entrée du port, je lève les yeux au ciel et je vois un feu de mât. Donc c'est une petite lumière qui se trouve en tête de mât. Et je vois ce feu de mât de l'autre côté de la digue. Et donc très vite, j'imagine le Mini calé sur les rochers. Donc on sort du port et on décide avec nos 2 bateaux d'aller voir le Mini échoué sur la digue. Et là, on se rend compte qu'il est à la merci des vagues et qu'il tape fortement sur les rochers. On voit cette jeune femme quitter son bateau et descendre sur les rochers et longer la digue pour rejoindre le PC de course. Là, on sait qu'il n'y a plus de vie humaine en danger parce que c'est une course en solitaire. On fait cap dans la baie et on voit une vingtaine de Mini en train de divaguer. À la VHF, on a toujours des bruits assourdissants, on n'arrive toujours pas à communiquer avec le moindre concurrent et l'organisation. Les canaux sont totalement saturés. Donc on décide de quitter les lieux et d'aller dans la baie du Pouliguen. Et donc on décide d'épauler les organisateurs qui eux aussi sont en train de remorquer des Mini, de façon à ce que le plus rapidement possible tous les bateaux soient au port en sécurité. La priorité à ce moment-là, c'est essayer de savoir lequel est moins en sécurité que l'autre. Ce qu'on pense qui s'est passé, c'est que les 90 concurrents n'ont pas eu le temps de creuser suffisamment d'écart. Ils sont donc tous arrivés en même temps dans la baie. Et pendant les manœuvres de remorquage, on se rend compte que les marins sont plus très habiles. Et je pense rapidement qu'il y a une perte de lucidité au fait qu'en réduisant la course, certains ont pris la décision de quasiment pas dormir. Le souci pour nous maintenant, c'est qu'ils naviguent tous dans la baie, dans un périmètre très restreint, et ce par 35 nœuds de vent. Donc on est face à des marins qui sont fatigués, qui sont en pleine descente d'adrénaline et qui pour certains ont une vraie perte de lucidité, ce qui d'ailleurs entraîne ces accidents. On décide de prêter main forte aux organisateurs qui sont déjà en train de remorquer les bateaux pour que ça aille plus vite et pour désengorger l'arrivée. On fait une dizaine de remorquages. C'est une situation qui est brouillon. C'est super compliqué de choisir quel Mini remorquer en premier, lequel est moins lucide que l'autre et lequel peut être un danger pour les autres. Il y a une zone de chaos. Il y a dans la baie une vingtaine de bateaux fous, incontrôlables à cause de la fatigue et du mauvais temps qui ne faiblit pas. On remorque sans cesse des bateaux, mais d'autres arrivent. On se perd et il est très compliqué de différencier les bateaux parce qu'il fait nuit noire et qu'ils se ressemblent tous. Un Mini appelle car elle sent qu'elle est fatiguée et que pour sa sécurité, il faut qu'on l'aide à rentrer. Un autre nous demande de l'aide car il a eu un abordage avec un autre concurrent. Et un autre appelle parce qu'il a percuté un semi-rigide de club de voile qui est au mouillage proche de la côte. À ce moment-là, je décide donc de diriger mon équipage vers ce skipper. En arrivant, il nous indique qu'il a réussi à se dégager, que tout va bien. Il est sous voile, il va faire route au large. 10 minutes après, on recapte à la VHF un appel de ce même Mini qui nous indique qu'il est pris dans les vagues et qu'il vient de s'échouer sur la côte. Et en effet, il est en train de talonner et les vagues font un gros mètre de haut et le poussent sur la plage. À ce moment, en tant que patronne, il y a énormément de questions qui me viennent. Tout d'abord, est-ce que le skipper va bien ? En l'occurrence, oui.
Est-ce qu'à l'instant T, il est en sécurité sur son bateau et même s'il se fait balloter dans tous les sens, oui, il est mieux dans son bateau qu'à côté et dans l'eau. Maintenant, est-ce que c'est raisonnable d'envoyer un nageur à l'eau pour venir le récupérer en pleine nuit avec un gros mètre de houle et 70 km/h de vent et un bateau pas encore stabilisé? Non, pas pour l'instant. Maintenant vient la question aussi du bateau. Je sais qu'il est passé dans une zone où il y a quelques reliefs rocheux. Donc dans quel état est la coque, la quille? Est-ce qu'on ne va pas tout arracher en le tirant contre les éléments et aggraver la situation? Est-ce qu'il y a une voie d'eau? Sinon, est-ce qu'on ne va pas en créer une en voulant le sortir? Si c'est le cas, est-ce que la motopompe arrivera à étaler la voie d'eau lors du trajet? Une fois au port, qu'est-ce qu'on fait du bateau? Vu que la grue n'est pas disponible la nuit, on va devoir appeler une équipe de plongeurs pour mettre des ballons pour le maintenir à flot. Combien de temps tout ça va nous prendre? Il y a encore beaucoup de personnes à l'eau qui ont besoin d'aide tout de suite. Est-ce qu'on doit nous rester bloqués pour sauver ce bateau? Parfois sur une intervention, c'est pas forcément évident d'expliquer pourquoi on ne déséchoue pas un bateau tout de suite. Souvent c'est parce qu'il y a plus important à côté et notamment de la vie humaine, et c'est ce qui se passe ce soir-là. Le bateau n'était plus du tout une priorité et donc nous on ne fait plus question d'affect et donc on part sur les vies qui sont autour. Même si on sait qu'il y a de grands risques que le lendemain, le bateau soit en mauvais état. Et donc, après avoir échangé et pesé les pour et les contre avec mon équipage, on retourne à des questions beaucoup plus rationnelles, qui sont est-ce que le skipper est en danger? Non. Est-ce qu'il va le devenir si on le laisse dans son bateau? Il aura certes une vingtaine de minutes à se faire chahuter, mais s'il reste dedans, il ne sera pas en danger, au contraire. Je prends donc la décision de le laisser sur son mini avec son gilet et d'attendre que la marée descende. Je demande donc à mon président d'envoyer un organisateur le récupérer en voiture sur la plage. On a quand même l'habitude des situations d'urgence et notre cerveau est vraiment programmé pour se concentrer sur la vie humaine et ne pas faire entrer d'affect concernant du bien matériel, même si ça fait toujours mal au cœur de voir des bateaux dans ces postures-là. Au vu de l'affluence des bateaux, l'organisation demande aux skippers qui souhaitent de l'aide rapidement d'éclairer leur voile à l'aide d'une lampe. Et dans leur voile se trouve un numéro. Et là, une dizaine de voiles s'éclairent. Le fait qu'ils viennent allumer les lumières, pour nous, ça va nous donner une idée de qui est réellement, ou du moins se sent en insécurité. Et donc on va prioriser sur ces minis et ne plus en choisir au hasard. Au fur et à mesure, avec l'organisation, on arrive à étaler la flotte de mini et faire en sorte que la situation soit maîtrisée. Il est 4h30, le réveil sonne dans 1h30 pour aller au travail. Il est grand temps pour nous d'aller dormir un peu. On sait que sur le temps du midi, il faudra aller déséchouer 2 bateaux. À la fin de cette intervention, quand on se retrouve tous au vestiaire, on a énormément de mal à comprendre ce qui s'est passé. On est, je dirais, un peu dans un état second. Et c'est que quelques jours après qu'on va se rendre compte de l'intervention sur laquelle on est allé. On se rend compte que la situation aurait pu être beaucoup plus dramatique qu'elle ne l'a été. Cette intervention, elle m'a marquée dans l'afflux d'informations qu'il y a eu et le fait de ne pas réussir à communiquer avec les différents requérants. On s'est retrouvés muets, concrètement. Et on se rend compte que oui, c'est quelque chose qui, quand la communication n'est plus là, ça devient extrêmement compliqué pour tout le monde. La privation de sommeil sur cette course, je pense que ça a été un élément phare de la situation. Ça a entraîné une réelle perte de lucidité et ça a entraîné notamment des accidents.
Même si on considère que c'est une intervention réussie car toutes les vies humaines ont été préservées, ça reste difficile. Nous, on est des amoureux de la mer et des bateaux. Et personnellement, j'ai toujours considéré que les bateaux avaient une âme, une histoire. On n'est pas insensible à la perte d'un navire. Mais la SNSM, c'est avant tout la vie humaine. Le sauvetage de la vie humaine en mer et sur les côtes est gratuit. La SNSM est une association qui vit essentiellement grâce à votre générosité. 200 ans de vie sauvée, ça ne s'oublie pas. Aujourd'hui comme hier, les sauveteurs en mer ont besoin de vous. Faites un don sur snsm.org. C'était le 2e épisode de la saison 5 de Canal 16. Une histoire de la SNSM racontée au micro de Chloé Vibo, avec la voix de Rebecca Finet, réalisée par Nicolas Deferrand, mixée par Ben Oriel et produit par l'Acme.